Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel. أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات السلام عليكم ومرحبا بكم في برنامج Femmes au pluriel 2019 et ضيفة اليوم l'invité d'aujourd'hui, ma première invitée de l'année 2019 est Madame Fatiha Saidi. Je suis très heureuse de vous recevoir. Merci beaucoup Fouzia, moi aussi, et bonne année à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci. Alors, je ne sais pas si on doit parler un petit peu, on va faire un petit peu le parcours, votre parcours, aussi bien de militante, mais aussi de femme politique. Vous avez exercé plusieurs mandats à différents niveaux ici en Belgique, au niveau communal, au niveau régional, mais aussi européen. Vous allez nous parler de ça, de votre parcours de militante en tant que fondatrice de la radio communautaire, on va dire, et ensuite, en parallèle, tous vos combats pour défendre les droits des femmes, les droits humains d'une manière générale, mais aussi des droits des femmes en particulier. Et puis vous vous êtes mis à l'écriture en publiant maintenant votre deuxième livre. Voilà la ligne conductrice de votre interview. Mais avant tout ça, Madame Fatiha, parlez-nous un petit peu de vous. Oh, ce n'est jamais un exercice très facile de parler de soi, mais ce que je peux vous dire, c'est... je m'appelle Fatiha Saidi, je suis d'origine marocaine, je suis rifaine, d'origine rifaine, avec un parcours un peu particulier, car je suis née en Algérie, donc j'ai un parcours migratoire assez complexe, et je vis en Belgique depuis l'âge de 5 ans. Je suis de formation psychopédagogue. Comme vous l'avez très bien rappelé, je suis une militante associative de longue date. Je ne veux pas dire j'étais, parce que j'ai toujours cette âme de militante et que j'espère je la garderai longtemps. Et j'ai aussi eu une très longue carrière politique, 20 ans, qui est une partie de vie très importante, durant lesquelles j'ai exercé plusieurs mandats politiques au niveau bruxellois et au niveau fédéral également. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la politique ? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire de la politique? Certainement le désir de vouloir changer les choses. Comme ce qui m'a toujours poussé aussi à être une militante, c'est le souhait de changer les choses. Et je le dis sans vraiment aucune prétention, parce qu'on ne change jamais les choses seul. On est toujours accompagné, on est toujours plusieurs. Et j'ai toujours cette volonté de vouloir changer les choses, de faire en sorte de voir s'amoindrir à tout le moins les discriminations que continuent de subir des millions de personnes, des milliards de personnes à travers le monde. J'ai une aversion profonde pour toutes les injustices et une aversion profonde pour toutes les formes de discrimination. Et je pense que c'est vraiment cela qui est mon moteur et qui m'anime au quotidien. On reviendra sur votre travail politique, pour voir un petit peu sur quoi vous vous êtes penché, quelles étaient les questions qui vous ont interpellé, un petit peu leurs résultats. Mais je pense qu'avant, vous avez fondé et cofondé la radio qui existe actuellement. Donc je pense que les jeunes le connaissent très bien, mais il y a quelques années, vous allez nous rappeler dans quelles circonstances vous avez créé la Radio Al-Wafa en ce qui vous concerne. Oui, comme dirait Charles Aznavour, on parle là d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisqu'on parle des années 80, de 85 ou 86 pour être plus précise. C'est un moment d'abord, dans un contexte général, c'est un moment de grande ébullition au niveau des médias, puisqu'on a la grande joie d'avoir des radios libres. C'est-à-dire des radios qui diffusent un petit peu n'importe comment, n'importe quand. C'est un air de liberté qui est vraiment très intéressant, mais qui peut aussi parfois être très cacophonique. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons décidé de créer une radio. Il y avait 5 radios à l'époque, et nous,
quand je dis nous, qui se partageaient une fréquence. Une seule fréquence, ce qui, je ne sais plus si c'est toujours le cas aujourd'hui ou pas, mais jusqu'en 94, je pense, on avait une seule fréquence que se partageaient 6 radios. Ce qu'avait Idaat Salam également. Et donc à cette époque-là, nous étions jeunes, hein, nous avions tous une vingtaine d'années. On estimait qu'on n'était pas représentés dans ces radios, qui étaient des radios de personnes de la première génération, qui parlent l'arabe, langue que nous ne parlions pas, ou que nous parlions très mal en tout cas. Et en tant que jeunes issus de l'immigration, on se sentait un peu dépossédés, je dirais, de notre culture belgo-marocaine, de la mazir que nous avons aussi beaucoup plus investi dans cette radio. Donc il y avait une diversité de langues d'abord, et surtout des émissions qui nous concernaient. Nous, en tant que jeunes vivant en région bruxelloise, c'était vraiment pour nous quelque chose de profondément lacunaire parce qu'on parlait beaucoup du monde arabe et nous étions les oubliés. Et donc nous avons décidé de créer cette radio qui a plutôt bien fonctionné avec ses hauts et ses bas, avec toujours avec des bouts de ficelle au niveau financier, mais nous avons vraiment une liberté de parole qui était vraiment extraordinaire, et nous étions un petit peu les empêcheurs de tourner en rond en tant que jeunes, venant avec des problématiques parfois un peu sensibles. On osait aborder des thématiques un peu plus dérangeantes, comme la question, par exemple, de l'homosexualité, de laquelle on ne parlait pas beaucoup à l'époque. On parlait de journaux justement marocains qui étaient des journaux progressistes et engagés comme Kalima, qui a d'ailleurs fermé à cause d'un article sur la prostitution masculine. Et donc nous venions avec tous ces sujets pour secouer un petit peu les mentalités, qui étaient plutôt dérangeants, qui ont secoué et qui finalement ont porté leurs fruits également. Alors on avait pour nous peut-être un petit peu un regard condescendant, on voit, c'est des jeunes de la deuxième génération, c'est des jeunes tout court. Mais voilà, nous avons quand même réussi à passer plusieurs messages avec des émissions aussi engagées. Nous étions aussi dans les années 80 avec la question des droits humains au Maroc, sur lesquels nous étions aussi un peu plus défensifs. Et voilà, mais en tout cas pour moi, personnellement, ce fut vraiment une magnifique expérience humaine, une magnifique expérience politique et culturelle, parce que la radio m'a permis d'embrasser toute une série de thématiques et qui m'ont vraiment ouvert des perspectives et de connaissances et de savoir. Et aussi de connaissances personnelles sur ma propre quête identitaire, de savoir qui finalement j'étais en tant que jeune issue de l'immigration. Et justement, quelques anecdotes sur votre émission? Sur l'émission sur les émissions de l'époque, écoutez, j'ai l'un de mes plus beaux souvenirs, c'est de recevoir Abdeltif Labi. Donc je reçois Abdeltif Labi qui vient de sortir de prison et qui vit en France. Il est invité à Bruxelles et j'en profite pour le rencontrer, pour l'interviewer. Et j'avais lu évidemment toute l'histoire d'Abdeltif Labi, ce qu'il avait vécu en prison, ses combats pour la démocratie, la revue Souffle. Et Abdeltif Labi qui est devenu ensuite un ami, mais quand je l'ai eu là en face de moi, en tant que petite jeune d'une vingtaine d'années, j'ai commencé l'émission et je suis restée interdite. Il n'y avait plus un seul mot qui sortait de ma bouche. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très très fort. J'étais extrêmement émue, lui aussi d'ailleurs. Et ça reste l'un de mes souvenirs les plus forts. C'était de recevoir cet homme tout frêle, sortant de prison, sans aucune haine, avec toujours ce souhait vivace de vouloir faire changer les choses, de mettre à plat les injustices sociales.
Et j'ai trouvé ce moment vraiment très beau et très fort. Voilà, alors peut-être la dernière question sur cet extrait de votre vie. Est-ce que vous en parlez comme si, voilà, on est jeune, dynamique et on crée une radio, mais est-ce que ça a été si facile? Oh que non. Oh que non, mais ça on pourrait en parler pendant des heures. Je compte d'ailleurs peut-être aussi écrire là-dessus, parce que j'ai aussi toute une série de souvenirs, d'archives. Et de cassettes, hein, on peut d'ailleurs, il y a une photo, je pense, quelques cassettes que vous avez, mais je pense qu'il y a des milliers. Oui, il y a vraiment beaucoup d'heures d'émissions. Et on retrace finalement aussi tout un pan de l'immigration, tout un pan de la culture, tout un pan de la politique bruxelloise. Et c'était vraiment riche et très diversifié, mais effectivement, ça n'a pas été facile. L'un des moments les plus durs de notre existence en tant que radio, c'était en 91, lors de la guerre du Golfe, où nous avons été vraiment mis sous écoute, harcelés par les autorités. Nous devions chaque fois nous justifier. Donc oui, il y a eu des moments très durs. Au niveau du partage de la fréquence, très sincèrement, ce n'était pas non plus un très bon... ce n'était pas une très bonne stratégie de voir comme ça se partager une fréquence entre 5 radios toutes différentes. Il n'y avait pas de cohérence, il n'y avait pas de ligne éditoriale. C'est beau la diversité, mais à un moment donné, il doit aussi y avoir une structure. Donc voilà, je pense que c'est un morceau de vie, avec ses hauts et ses bas. La vie n'est pas... Vous avez le mérite de l'avoir commencé, en tout cas. Voyons ce que nous avons comme communication, moyen de communication concernant cette communauté, la communauté maghrébine. Absolument. Et j'ai été la seule et unique femme présidente d'une radio libre arabe. Il n'y en a plus eu après moi, mais j'étais très heureuse, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'animatrices par la suite, ce qui n'était pas le cas lorsque je suis arrivée à la radio. On prenait les jeunes femmes pour faire des pubs, on utilisait leur voix, mais très peu osaient se lancer dans une carrière, entre guillemets, publique, parce qu'on prend quand même, vous le savez mieux que moi, puisque vous avez aussi fait de la radio et maintenant de la télévision. Ce n'est pas évident de se retrouver du jour au lendemain dans le champ public. Il y a aussi une gestion de sa vie qui est à faire. Et si vous devez un petit peu faire un bilan, voyons le résultat, qu'est-ce que vous diriez peut-être en quelques mots? Oh, mais je reste toujours très positive dans tout ce que j'ai fait. Je pense que, quelle que soit l'expérience que l'on a eue, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, on en tire toujours des enseignements, on en sort renforcé. Et très sincèrement, moi je pense que aujourd'hui, les radios arabes continuent toujours d'exister. Elles se sont aussi fort diversifiées, je pense. Il y a aussi une diversité de langage. Il y a des personnes belgo-belges aussi qui travaillent dans ces radios. Je pense que c'est le repli qu'il faut éviter à tout prix. Ce n'est pas parce qu'on parle d'une communauté donnée que l'on doit rester simplement entre soi et de ne parler que des thématiques qui occupent une communauté donnée. Je pense qu'il faut vraiment profiter d'un média pour s'ouvrir davantage et pour s'enrichir mutuellement de toutes les cultures en présence, et d'en faire un beau brassage. On sent, Madame Fatiha Saïdi, qu'il y a eu un travail qui a été un travail colossal dans ce domaine de la radio. Passons maintenant un autre travail encore plus colossal que vous avez mené au niveau politique. Là, vous vous présentez, vous êtes d'abord conseillère communale, puis échevine adjointe au maire à Evere. Vous êtes députée plusieurs mandats à la région, donc Bruxelles-Capitale, et aussi au niveau de la communauté française. Et puis, vous avez aussi la phase européenne sous votre casquette. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelles ont été les questions que vous avez traitées à ces différents niveaux de pouvoir?
Bien, alors pour commencer, donc ma vie politique a commencé en 1992 déjà. Où je m'inscris, où je suis membre plutôt du parti, du mouvement à l'époque, du mouvement écolo. Donc en 1992, je suis membre sympathisante. En 1996, j'en deviens membre effectif. Et en 1999, je suis élue comme députée bruxelloise pour le parti écologiste, que je quitte en 2003, c'est-à-dire 4 ans plus tard et 1 an avant les élections de 2004. Donc ma vie politique a commencé de manière, je dirais, un peu particulière, puisque c'est un parti, la fracture avec ce parti, la prise de distance, jusqu'à la coupure nette et totale en 2003. Mes débuts furent quand même assez difficiles en politique, parce que c'est un monde tout à fait nouveau pour moi. Alors il faut savoir que dans le monde politique, c'est un monde aussi de solitude, où l'on apprend par soi-même, où l'on fait ses petits pas de manière un peu soit téméraire, soit sur la pointe des pieds. Où on ne part pas tous avec le même bagage. Moi, je partais avec 0 bagage. Je n'avais jamais fait de la politique auparavant. Je débarque dans un monde que je ne connais pas du tout. Donc, mes premières années seront vraiment des moments de formation intense et des moments de travail aussi acharné. Heureusement que j'ai une capacité plutôt de résistance au travail et au stress qui est très forte, et qui m'a permis vraiment pendant ces 2 premières années vraiment de me plonger à fond dans les dossiers sur lesquels je travaillais, l'aménagement du territoire, les questions de santé et les questions sociales et la question de l'égalité également. Donc je me plonge vraiment dans ces dossiers qui sont des dossiers techniques aussi. Et il faut également connaître l'architecture institutionnelle belge, qui n'est pas du tout évidente. Donc vous débarquez au Parlement, vous devez savoir qu'il y a la COCOM, qu'il y a la COCOF, qu'il y a le Parlement régional bruxellois. Ce sont 3 entités différentes, mais qui sont sous une seule fêtière. Ce sont des ministres différents, mais qui sont également réunis sous une même fêtière. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe qu'il faut d'abord maîtriser. Est-ce que la difficulté, Madame Fatia Saïdi, provenait aussi du fait que vous étiez une femme, le fait que vous étiez une femme d'origine étrangère ou immigrée? Peut-être, oui, c'est une excellente question. Je pense effectivement que le fait d'être une femme en politique, ce n'est pas un atout. En faisant mes bagages dernièrement, en quittant la commune, je suis tombée sur un article de 2012 où j'expliquais déjà à l'époque qu'être femme en politique, ce n'est vraiment pas un atout. C'est un monde d'hommes qui s'est heureusement un peu féminisé, mais dans lequel il reste encore beaucoup de travail à faire pour le changement des mentalités, pour atteindre la parité, même si en principe nous devrions aujourd'hui l'avoir lorsque nous voyons tous les quotas et les procédures électorales qui sont mises en œuvre, mais on voit que dans l'absolu, on n'est pas encore arrivé à cette parité. Et le fait d'être issu de l'immigration, oui, je pense que c'est aussi quelque chose de difficile, mais de difficile déjà à commencer par soi-même. Je pense qu'en tant que femme issue de l'immigration, issue de la diversité, qui est le terme que je préfère, je crois que moi-même, au début, je n'étais pas à l'aise dans ce monde. Parce qu'en tant que femme, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on se met nous-mêmes nos propres barrières et on a toujours ce patriarche intérieur. On se dit, c'est pas un monde pour nous. C'est pas un monde pour moi. Et aujourd'hui, dans les nombreux témoignages de femmes, vous l'entendez. Et pour moi qui ai fait de la politique pendant 20 ans, je voyais bien que c'est un comportement différencié, que l'on soit femme ou que l'on soit homme. Lorsqu'on dit à une femme, tiens, tu vas faire ceci, elle va dire, est-ce que j'en suis capable? Ah oui, mais je dois, est-ce que je suis faite pour cela? Quand on dit à un homme, tu vas faire cela, ben, pour lui, c'est tout à fait normal et il va le faire avec beaucoup d'enthousiasme. Là, les femmes le feront aussi avec beaucoup d'enthousiasme, mais d'abord
avec beaucoup d'appréhension. Et je pense que toutes ces appréhensions et toutes ces angoisses que l'on a du fait que nous sommes femmes et du fait que l'on soit issu de l'immigration, je pense que ça vous bloque à un moment donné, et c'est aussi un travail évidemment qu'il faut faire sur soi, et c'est un message aussi que j'adresse alors à toutes les femmes qui nous regardent et qui nous écoutent, que oui, il faut oser faire de la politique. Je pense que c'est vraiment important que les femmes se lancent dans la politique. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que je suis aussi aujourd'hui engagée dans un projet avec mon amie Simone Souskint et notre amie Aïcha Ayari, qui est un projet de coaching politique avec des femmes du Maghreb. Et c'est un projet qui dure déjà depuis plus de 5 ans. Et donc les femmes doivent oser franchir le pas de la politique. Et pour les jeunes qui sont issus de la diversité, je pense que le problème se pose avec moins d'intensité qu'avec ma génération. Je pense qu'aujourd'hui, nos jeunes sont belges, se vivent en tant que tels et ne se posent plus, du moins je l'espère, ne se posent plus la question de savoir s'ils sont belges, s'ils sont marocains, je pense qu'ils ont vraiment fait une très très belle synthèse de leur identité culturelle, et qu'en Belgique, ils sont belges avant tout, et ils vivent dans leur pays, et je crois que ça c'est extrêmement important, parce que là aussi nous avons vécu très longtemps en dansant un peu la danse de Saint-Guy, en se disant est-ce que je suis chez moi, est-ce que je ne suis pas chez moi. Je crois qu'à un moment donné il faut se dire ce pays est le mien, j'y vis, j'y suis, mes enfants y vivent, ma vie est ici. Et ce n'est pas pour cela que l'on est un renégat par rapport à sa patrie d'origine, ou par rapport à la patrie d'origine des parents, puisque les enfants qui sont nés ici, ben, c'est leur patrie à part entière. Mais la question affective, la question identitaire, culturelle, d'origine, personne ne peut nous l'enlever. Elle fait partie de nous, partie intégrante de nous, mais la belle synthèse que l'on peut faire, c'est de se dire qu'on est dans un pays que l'on aime, dans un pays qui est le nôtre. Et ça, personne aussi ne peut nous l'enlever. Et c'est aussi comme ça qu'on lutte contre toutes les formes d'exclusion et de racisme. Et ça, c'est un travail que vous faites, je pense, tous les jours, et que vous avez fait selon vos différents mandats que vous avez exercés. Alors justement, je vous donner un petit exercice. Quel bilan vous allez faire de ces 20 ans de politique, Madame Fatiha Saïdi, de votre travail sur différentes questions? Ben écoutez, un bilan, c'est toujours très difficile à faire, parce que il faut rester modeste lorsqu'on fait de la politique, comme je le disais tout à l'heure, tout comme quand on est un militant associatif, on ne fait jamais les choses seul. Et c'est toujours un travail d'équipe, un travail de groupe, un travail de parti. Le bilan que j'en tire, c'est un bilan très positif. Je suis vraiment très heureuse. Lorsque je jette un regard derrière moi sur les réalisations qui ont été faites, sur les projets que j'ai pu amener aussi, je me suis toujours positionnée comme une femme politique, non pas de la diversité, mais avec des spécificités culturelles. Et j'ai toujours voulu aussi faire en sorte de mettre les personnes en présence, de faire connaître les personnes, de nous rassembler et de faire un parcours en commun, quelle que soit notre trajectoire personnelle et quelles que soient nos provenances personnelles, qu'elles soient géographiques ou qu'elles soient sociales. Donc promouvoir le vivre ensemble. Voilà, la promotion du vivre ensemble, la promotion, le vivre ensemble et le se connaître ensemble aussi. Qui sommes-nous ? Comment vivons-nous? Comment pouvons-nous vivre ensemble? Ce ne sont pas nos différences que nous devons mettre en avant, mais plutôt nos spécificités, et nous connaître au travers de ces spécificités, qu'elles soient culturelles ou autres,
et vivre ensemble. Sur les questions sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment les luttes contre toutes les formes de discrimination, et elles sont encore malheureusement très nombreuses. Au Parlement bruxellois, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la fracture sociale, les violences faites aux femmes, les combats communs des femmes du Maghreb, des femmes africaines. À un moment donné, on se rend compte qu'en tant que femme, on a un corpus de discrimination qui est le même. Et c'est sur ce corpus que l'on peut aussi travailler ensemble. Et puis après, ça se décline en fonction des lois nationales, ça se décline en fonction des traditions, en fonction des cultures. Je pense qu'il y a vraiment moyen de travailler ensemble et de se solidariser, parce que c'est là que la solidarité rentre en ligne de compte. Au niveau mes mandats les plus riches et les plus porteurs, c'est incontestablement et sans aucune dévalorisation. Non, mais sans aucune dévalorisation pour les autres institutions dans lesquelles je suis passée, que ce soit le Parlement bruxellois, que ce soit le Sénat, que ce soit la communauté française. Mes deux coups de cœur institutionnels restent la commune, donc mon mandat d'échevine de 2006 à 2018, de terrain. Et le Conseil de l'Europe. Ce sont vraiment des endroits où je me suis épanouie, où j'ai été en contact constant avec les personnes, que ce soit les Éverrois et les Éverroises, que ce soit les gens du monde entier par le Conseil de l'Europe. J'ai fait 2 très très beaux rapports au Conseil de l'Europe sur les droits des femmes dans les pays des révolutions qui avaient traversé les révolutions dites arabes. Et ça m'a permis d'aller en Égypte, en Tunisie, au Maroc, et de rencontrer des femmes merveilleuses. Oui, votre travail politique, Madame Fatia Saïdi, a dépassé les frontières belges, puisque effectivement, vous avez été au Liban, vous avez été au Bénin, vous avez travaillé sur quelques questions, comme vous dites, au Maroc, en Palestine. Alors, dites-moi, c'est vous qui choisissez un petit peu les questions sur lesquelles ou bien vous êtes une figure de référence pour certaines questions? Mais dès le début, je pense, dès le début de mon parcours politique, je pense que tout de suite, je me suis accaparé les dossiers sur lesquels j'aimais travailler et sur lesquels j'avais aussi une expertise venant du terrain en tant que psychopédagogue. Je me suis mobilisée sur les questions des violences faites aux femmes, de la question des droits humains. Et donc, je suis devenue une référence dans le monde politique. Et dès qu'on parlait des droits des femmes, on disait « Ah, ben oui, Saïdi, il faut interpeller Saïdi, il faut faire interpeller Saïdi sur cette question-là ». Donc, je pense qu'aujourd'hui aussi, je suis vraiment une figure de référence, vue comme une féministe, une défenseuse des droits humains, et aussi, je pense, quelqu'un qui est profondément attaché à l'autre. J'ai vraiment un amour sans borne pour les êtres humains, parce que la vie, elle est faite de milliards d'humains, et chaque personne dans le monde a son histoire, chaque personne est singulière, et chaque personne est une merveille. Et je pense que de s'intéresser à la vie de l'autre sans porter de jugement, en essayant de le comprendre, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui continue de me passionner, que ce soit dans l'écriture, ou que ce soit dans la politique, ou que ce soit dans le militantisme. Je ne pourrais pas vivre, moi, seule, recluse, même si parfois j'ai des moments aussi de solitude très très grande, des moments de très très grande solitude même, où je m'isole, où j'ai besoin aussi de me retrouver avec moi-même. Je peux être enfermée pendant une semaine sans sortir de chez moi. Mais à côté de cela, je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de ce contact en permanence, très très ouverte et très attachée aussi au bonheur. Et vous avez fait de très très belles rencontres, Madame Fatia Saïdi, pendant ce travail. Là, je pense qu'il y a on a vu que vous étiez avec les femmes du Bénin,
les photos ont défilé, vous les avez pas vues, avec les femmes de l'Hoceima aussi. Donc il y a eu un travail avec les femmes de l'Hoceima, un petit peu d'où vous êtes originaire. Oui, il y a eu un travail avec les femmes de l'Hoceima parce que j'ai été faire du coaching politique avec l'une d'entre elles et puis après avec plusieurs d'entre elles parce que nous avons élargi le groupe. Il y a un travail que je mène aussi avec les femmes du monde associatif depuis des années, avec mon amie Zohra Kouber, qui est aussi une figure de proue féministe à Al-Hoceima et qui a aussi porté des problématiques assez difficiles à porter dans un monde qui est quand même encore un monde d'hommes, même si ça commence aussi à évoluer. Il y a quelques années, avoir une parole féminine dans le RIF, c'était encore très très difficile. Et donc ces femmes qui ont osé porter ces paroles, qui ont osé sortir de chez elles, qui ont osé dire non, l'analphabétisme qui touche les femmes n'est pas du tout normal entre guillemets, et de faire sortir les femmes de chez elles pour leur ouvrir d'autres horizons, je trouve ça tout simplement d'un immense courage. J'ai aussi une admiration sans borne pour ces femmes parce que quel que soit le regard que nous portons sur nous, en tant que femmes occidentales, nous restons malgré tout des femmes privilégiées. Lorsque j'ai rencontré les femmes béninoises à plusieurs reprises, j'étais simplement émerveillée par le courage, parce qu'elles sont vraiment des piliers de leur société. Ce sont des femmes qui portent à bout de bras la famille, qui portent à bout de bras leur commune, qui portent à bout de bras la société dans laquelle elles sont. J'ai rencontré des femmes libanaises, la même chose, les femmes égyptiennes. Donc voilà, quel que soit le pays dans lequel j'étais, j'ai toujours voulu un peu sortir des chemins de traverse en disant je veux rencontrer des femmes, je veux rencontrer des associations. J'ai rencontré des femmes merveilleuses. On peut citer Aïcha Chenna par exemple, qui est aussi une figure de proue et qui a porté, que vous avez fait venir, qui est venue à plusieurs reprises en Belgique et que j'ai toujours un grand plaisir de côtoyer et de rencontrer, et qui a aussi osé porter des thématiques extrêmement difficiles à porter dans nos sociétés, celles des mères célibataires. Donc voilà, je continue de garder cette grande Vous avez affection. aussi rencontré Yasser Arafat, oui. Et là il y a une photo qui va être diffusée. Juste 2 mots sur cette rencontre, je sais que c'était un moment fort pour vous. Ah oui, c'était aussi un des moments forts de ma vie parlementaire. C'est lorsque je me suis retrouvée à Ramallah, en 2002, donc on était dans la Muqata'a de Yasser Arafat et de son équipe qui était complètement assiégée et dans laquelle il était assigné à résidence à l'époque. Et nous l'avons rencontré, c'était dans un cadre parlementaire et c'était bien aussi, oui, un de nos plus beaux... Un de mes plus beaux moments politiques, c'était de pouvoir côtoyer pendant presque 2 heures cet homme et de l'entendre parler, malgré le fait qu'il était déjà fort diminué par la maladie, de l'entendre parler avec toujours autant de détermination et d'amour pour son peuple et d'amour pour la liberté et l'autodétermination de son peuple. C'était tout simplement fabuleux. Une autre rencontre, c'est celle de Stéphane Hessel, donc oui, au Sénat. Quelques mots là-dessus. Ben, Stéphane Hessel, c'est indignez-vous. Et c'est cette injonction que je garde aussi de cet homme qui est arrivé au Sénat, aussi très fatigué. Il est décédé quelques années plus tard, 2 ou 3 ans plus tard. Et c'est cet homme qui est là, qui est âgé, mais qui a
une telle jeunesse d'esprit, un tel désir de voir encore les choses évoluer, une telle soif de justice sociale et d'idéal, que là, on se dit tout simplement, très souvent, il y a des personnes en face de qui nous sommes des petits fétus de paille. Mais ils ont nourri un petit peu votre acharnement au travail. Ils nous nourrissent et ils nous galvanisent aussi. Alors, on n'a pas le temps, Madame Fatiha Saïdi, de parler de tout ce que vous avez fait comme travail. J'aurais voulu vous entendre aussi sur tout le travail que vous avez effectué pour la question de la réforme de la Moudawana. Je sais que vous avez été très actif. Est-ce que vous sauriez me dire 2 mots avant de parler de vos livres? La réforme de la Moudawana, nous avons été très actifs, parce qu'encore une fois, c'est pas un dossier que j'ai porté seul, même si il faut toujours une locomotive. Moi, je me considère sur certains dossiers comme un maillon de la chaîne, et c'est aussi de très très belles expériences humaines. Mais nous avons commencé ce travail de la réforme de la Moudawana déjà en 1999, lorsqu'on parlait du plan d'action qui a bénéficié d'un enterrement VIP, je dirais, et sur lequel nous nous sommes dit à l'époque, de nombreuses femmes belgo-marocaines et moi-même, il y a vraiment une porte d'entrée que nous pouvons franchir. Et il y a aussi un très très bel élan de solidarité à avoir avec nos consoeurs marocaines qui, elles aussi, bataillaient ferme dans des conditions aussi beaucoup moins agréables et beaucoup moins confortables que les nôtres. Donc le combat a abouti à des avancées. Et le combat a abouti, heureusement, en 2004 avec la réforme de la Moudawana qui a eu lieu donc, à ce moment-là, en février 2004. Et c'était un très très beau moment, mais aujourd'hui nous sommes en 2018 et déjà en 2018 les femmes revendiquent aussi d'autres réformes, parce que je pense que chaque période a ses moments, et je crois que là il faut de nouveau repenser cette Moudawana. Et vous allez continuer à être solidaire, même sortie de... Ah oui, la solidarité ne passe pas, heureusement, que par la politique. Bien au contraire, je pense que maintenant j'ai aussi une liberté de mouvement et une liberté de parole, puisque je n'ai plus de casquette politique et je n'ai plus à être non plus diplomate ou autre. Donc voilà, oui, ce sont des combats Le combat continue. Alors, le combat continue. Je voudrais peut-être juste dire encore sur la réforme de la Moudawana. Là aussi, ce qui m'intéresse toujours, c'est l'échange. Ce n'est pas simplement ce n'est pas une fin en soi, la réforme de la Moudawana, c'est tout l'échange que l'on a avec nos amis, avec les personnes avec qui nous vivons en Belgique, quelle que soit la nationalité. Nous sommes partis en 2014, en mars 2014, avec une vingtaine de femmes prévoyantes socialistes, et nous avons été à Casablanca pour voir 10 ans plus tard quel était le bilan de cette réforme de la Moudawana. Nous avons rencontré une série de personnes et d'associations, et là c'était aussi un magnifique échange. Et en 2016, 2 ans plus tard, nous sommes retournés aussi à la même période, je pense que c'était en avril 2016, nous sommes retournés, le même groupe, à Al-Hoceima pour voir aussi quelle était la situation des femmes du nord du Maroc dans un contexte aussi plus rural. Et voilà, c'est ça qui est pour moi aussi les belles réalisations. Bien, ce sont d'abord des moments d'échange et des moments de connaissance. On vient à votre dernière casquette, Madame Fatiha Saïdi. Donc, il y a quelques années, vous vous mettez à l'écriture et vous avez publié, il y a 2 ans, si je ne me trompe, un livre, Les fourmis prédatrices ou l'itinéraire d'un expulsé d'Algérie, qui retrace un petit peu un témoignage, un récit de vie de Mohamed Moulay, donc, qui a connu donc, cette expérience d'être expulsé avec sa famille en décembre 1975. Tout d'abord, pourquoi ce sujet et le titre, aussi quelques mots sur le titre avant d'arriver à votre dernier livre. Alors, effectivement, je me suis mise à l'écriture de romans
depuis décembre 2017 avec Les fourmis prédatrices, qui est sorti en décembre 2017. C'était vraiment la date que je souhaitais, parce que les expulsions des Marocains d'Algérie ont eu lieu en décembre 1975, aux alentours du 8 décembre. Et il a été présenté également à la foire, au Salon du Livre à Casablanca en février 2018. Alors ce livre retrace l'itinéraire d'un monsieur qui s'appelle Mohamed Moulay, qui a coécrit ce livre avec moi. Nous avons travaillé à distance, puisque lui vit à Rabat et moi à Bruxelles. Là aussi, c'était des moments d'échange assez intenses et avec des moments d'émotion très forts. Mohamed me racontait sa vie et je la retranscrivais. C'est un livre quand même qui m'a pris 3 ans. Parce que c'est un livre d'abord sensible sur une question qui est une question politique des faits historiques, et qui raconte des faits historiques, donc je ne pouvais pas raconter n'importe quoi. Il fallait rester crédible, retrouver des sources historiques, et rester cohérente, rester crédible. Et donc j'ai passé des heures entières à visionner, par exemple, Charles de Gaulle. J'ai passé des heures et des heures à lire et à regarder des reportages sur les personnes qui ont été expulsées avant les Marocains, donc sur les pieds noirs d'Algérie, parce que Mohamed parle justement de toutes ces communautés qu'il côtoyait, la communauté espagnole, la communauté italienne, la communauté juive. Et pour moi, c'était vraiment très important de vraiment rentrer dans la peau de ce personnage. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait le choix de l'écrire à la première forme, en jeu. Donc j'écris l'histoire de Mohamed Moulay, mais je l'écris en jeu, parce que c'était pour moi vraiment important de rentrer dans sa peau, de partir de son récit et de me nourrir de son récit pour vraiment, en l'étayant de sources historiques, de sources culturelles. Par exemple, juste le parcours qu'il fait, à un moment donné dans le livre, il fait un parcours pour aller de sa maison à Al-Ansor jusqu'à chez ses grands-parents à Ekmul. Mais cet itinéraire, je l'ai retracé parce qu'aujourd'hui, heureusement, nous avons Internet qui nous permet de faire vraiment des merveilles. Et donc, j'ai retracé cet itinéraire. Je l'ai fait moi aussi en allant sur Google Maps pour vraiment visualiser cet environnement que je ne connais pas de visu. Et voilà, donc j'ai travaillé presque 3 ans sur ce livre et j'ai été très heureuse de le faire, parce que je pense que les témoignages sont importants. Et sur cette thématique qui est aussi une thématique très sensible, dans laquelle il ne faut pas... je n'aime pas la haine, je n'aime pas les règlements de compte. Donc il faut pouvoir parler de faits qui se sont déroulés, il faut pouvoir parler de discriminations qui ont été vécues par ces personnes, mais sans être dans de la revanche ou dans le reproche ou dans de la politique. Non, même si c'est un dossier politique, moi je tenais vraiment à écrire un livre qui soit un livre factuel et qui raconte l'itinéraire d'une personne. Parler comme ça dans l'absolu des expulsions, juste de ces expulsions, ça n'avait pas de sens. Pour moi, elle devait être enrobée dans un contexte. Faire en sorte de comprendre aux gens que ces personnes qui ont été expulsées, comme Mohamed Moulay, c'est une personne qui est née en Algérie, qui a vécu en Algérie, qui a été scolarisée en Algérie, qui allait se fiancer en Algérie, et ses fiançailles capotent justement parce qu'il y a les expulsions. Donc ce sont des bris, dans le sens de briser, ce sont des bris de vie qui se sont produits en 1975. Et donc c'est extrêmement, pour moi, extrêmement important de faire comprendre que ces vies, elles avaient un début, mais malheureusement elles ont eu une fin en décembre 1975, et que ces brisures, ces fêlures, ces cassures pour certaines personnes, elles n'ont jamais été reconnues. Et ça reste pour moi profondément injuste.
profondément injuste. Et le livre sert à ça aussi. J'espère que le livre, en tout cas, servira à faire connaître. Et peut-être par la suite à faire reconnaître. Là, je tire aussi un grand coup de chapeau aux associations qui ont fait ce travail de reconnaissance des faits, qui se battent aussi avec très très peu de moyens, parfois de manière un peu pas très structurée, mais qui ont le mérite d'avoir mis ce dossier sur la table. Je les remercie aussi d'être venus me chercher, parce que c'est elles qui ont fait le pas vers moi en 2007, en me disant voilà, vous êtes né en Algérie, vos grands-parents ont été expulsés, donc cette thématique doit certainement vous intéresser. Moi, je dois vous avouer que cette thématique, effectivement, m'a touchée, puisque mes grands-parents ont été expulsés, mais j'étais encore une adolescente à l'époque. Nous vivions en Belgique. Je ne l'avais pas vécu dans ma chair, ou en tout cas pas directement. Et donc j'ai dû vraiment me replonger dans ce dossier. Mais vous avez rencontré beaucoup de gens. Et j'ai rencontré énormément de personnes. Ici en Belgique, qui ont vécu cette J'ai rencontré énormément de personnes. J'ai organisé un colloque au Sénat. J'ai organisé une rencontre à la commune. Je me suis rendue aussi à Genève, à la Fédération des Croix-Rouges, avec mon ami Mohamed Cherfaoui, avec qui je fais ce travail depuis 2007. Nous nous sommes rendus, Mohamed Cherfaoui et moi-même, accompagnés de notre ami Zakaria Bqali qui a filmé. Nous avons été pour nous rendre compte de l'ampleur de ces expulsions, puisque la Fédération des Croix-Rouges était présente au moment des expulsions. Nous avons voulu savoir s'il y avait des documents, et donc des documents, il y en avait, sur lesquels nous sommes aussi occupés à travailler, Mohamed et moi, et j'espère aussi qu'ils feront l'objet d'une production. Non, fermé, le dossier est loin d'être fermé. C'est un dossier qui m'interpelle très très fortement. J'ai voulu aussi, ce livre a été préfacé par Driss Liazami, qui était, il n'allait plus depuis quelques semaines, qui était le président du Conseil national des droits humains. Et pour moi, c'était très très important que ce livre soit préfacé par une institution des droits humains marocains, parce que c'était aussi une première reconnaissance, je dirais, de ces faits. Le fait que ce soit préfacé par le plus haut personnage du Conseil national des droits humains, pour moi, c'était déjà une très très belle reconnaissance. Et dernièrement, également, son Excellence Mohamed Amer, l'ambassadeur du Maroc en Belgique, m'a également invité à présenter ce livre. Et je trouve donc que les choses avancent. Donc le Maroc fait des petits pas vers cette problématique, et je trouve que c'est une très chouette chose. Les fourmis prédatrices, ou l'itinéraire d'un expulsé d'Algérie, qui est disponible qui est disponible malheureusement uniquement au Maroc, mais j'ai aussi une personne qui en fait une petite distribution artisanale, donc les personnes qui souhaitent se le procurer peuvent toujours prendre contact avec moi également. Voilà. Alors on va parler de votre dernier bébé, Madame Fatiha Saïdi, par les liens forcés du mariage. Un livre autofiction qui traite de la question des mariages forcés. C'est aussi malheureusement encore une question d'actualité qui concerne beaucoup de jeunes filles, et même, je pense, de jeunes hommes. Absolument. De jeunes hommes. Pourquoi parler de cette thématique? Parlez-nous de cette dernière écriture. Alors c'est un livre effectivement qui va être publié dans quelques semaines au moment de la foire du livre en février, aux environs du 14 février, et qui va être publié par la maison d'édition La Boîte à Pandore. Donc celui-ci est publié en Belgique, et c'est un livre qui est une autofiction, comme vous le dites très bien, donc qui s'inspire de mon histoire personnelle, parce que j'ai moi-même vécu un mariage arrangé, forcé, il y a quelques années, disons il y a une quarantaine d'années, et c'est un livre que je n'aurais pas pu écrire avec ma casquette
de femmes politiques, parce que je n'aurais pas voulu que l'on pense que j'instrumentalisais une question personnelle à des fins politiques. Donc j'ai vraiment attendu de terminer complètement ma carrière politique pour parler de ces mariages forcés qui, comme vous le soulignez très justement, continuent encore de frapper de nombreuses femmes et de nombreuses jeunes filles et de nombreux jeunes hommes. On oublie très souvent que les jeunes hommes sont aussi victimes parfois de ces mariages forcés, arrangés, sous pression. Je pense qu'il y a une série de définitions que l'on peut en donner. Et là aussi, j'ai voulu contextualiser le propos. Je n'ai pas voulu simplement dire ah voilà, ces vilaines traditions qui enferment les femmes et qui les enferment dans des mariages forcés. Non, j'ai voulu vraiment contextualiser avec l'immigration. Donc il y a plusieurs clés de lecture dans ce roman. Il y a une clé de lecture immigration avec l'arrivée de cet enfant en Belgique qui découvre la vie en Belgique, qui commence à y faire ses premiers pas et son intégration entre guillemets, et qui grandit et qui voit aussi un traitement différencié dans sa famille entre la manière dont elle est élevée et la manière dont sont élevés ses frères, et qui commence à se poser toute une série de questions parce qu'elle voit aussi ses amis belgo-belges qui ont aussi qui vivent une vie plus libre, qui peuvent sortir, ce qui n'est pas son cas. Et donc voilà, j'ai voulu vraiment enfermer le propos dans un contexte pour arriver, pour comprendre pourquoi est-ce que des parents à un moment donné se disent notre fille à 17 ans, à 18 ans, oh là là, elle doit absolument se marier et nous devons la marier. Pourquoi ne peut-elle pas, elle, choisir son compagnon qui deviendra son mari? Pourquoi ne peut-elle pas choisir son destin? Parce que finalement, en enfermant les femmes dans un mariage, on les ampute aussi de toute une partie de leurs rêves et de toute une partie de leurs projets. Et là aussi, c'est un livre engagé, mais je pense que... Voilà, donc vous voulez continuer le combat, à sensibiliser à certaines questions. Il sera disponible, on a presque un scoop avec... oui, c'est la première fois que j'en parle publiquement, effectivement, si ce n'est sur les réseaux sociaux. Donc le livre sera disponible en principe vers la fin du mois de janvier, ou en tout cas au plus tard, à partir de la mi-février, à la foire du livre à Tour et Taxi. Par les liens forcés du mariage. Madame Fatia Saïdi, l'émission touche à sa fin, mais parlez-nous un petit peu de vos projets, l'avenir. Est-ce qu'il y a encore des bébés qui attendent? Oui, il y a certainement des bébés littéraire, parce que je ne compte pas m'arrêter là au niveau de l'écriture. Je voudrais aussi quand même souligner que je n'ai pas découvert l'écriture comme ça en 2017, puisque, comme vous le savez, j'ai travaillé aussi dans la presse écrite et j'ai aussi écrit de très nombreux articles dans la revue Nouvelle Tribune et dans d'autres revues. Donc c'est aussi ma passion, l'écriture et la lecture, ce sont deux de mes grandes passions. Donc oui, il y a quelques... Je sais que vous avez une très belle bibliothèque. Oui. Il y a quelques projets qui sont déjà en route. Et il y a, ça ce sont les bébés littéraires, mais il y a aussi les vrais bébés. Et j'ai la grande joie d'être grand-mère depuis 1 an et demi. Et je n'ai pas donné beaucoup de temps à mes filles. Et donc là, tout le temps que j'ai volé à mes filles, c'est ce que je leur ai dit, que tout le temps que j'ai volé à mes filles, eh bien, je vais aussi le mettre au profit de ma petite fille et de mes futurs petits-enfants qui viendront, je l'espère. Et de penser aussi un peu plus à ma famille, penser plus à moi également. Et voilà, et la vie ne s'arrête pas, heureusement, à la politique. Hein. Il y a vraiment beaucoup de projets encore qui s'ouvrent devant moi. Et si vous avez un mot de la fin?
Qu'est-ce que vous j'ai un mot diriez de à la toutes les fin, personnes qui nous regardent? ah, mais écoutez, si j'ai un mot de la fin, vraiment, je profite de votre émission aujourd'hui et je vous en remercie. Je voudrais vraiment remercier du fond du cœur, mais vraiment remercier du fond du cœur toutes les personnes, et elles sont très très nombreuses, qui m'ont soutenue, qui m'ont accompagnée, qui m'ont nourrie pendant toute ma vie politique, qui a été une vie faite de joie, faite de souffrance aussi, faite parfois de bleu au cœur. Et vraiment, je voudrais les remercier toutes et tous très très sincèrement, chacun et chacune pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Et j'ai aussi une émotion toute particulière pour nos amis qui nous ont quittés et qui ont été malheureusement très nombreux ces derniers temps et qui laissent aussi chacun et chacune d'entre eux une petite trace en nous. C'est comme ça qu'ils continuent à vivre. Et merci encore à vous, Fouzia. Je vous souhaite de très très belles émissions et à vous et à tous les auditeurs une très belle année 2019. Merci beaucoup, Madame Fatiha Saïdi. Voilà, l'émission est terminée. Je vous retrouve pour une autre émission Femmes au pluriel. Passez d'excellents moments.